Aujourd'hui, il y a deux choses qui marchent. Les SUV, je le redis à chaque fois que j'en essaye un, mais bon, c'est vrai, il y a un tel engouement, c'est un tiers des ventes en France, et c'est pas qu'un phénomène français, hein, c'est un phénomène mondial. Et d'autre part, c'est le retour en grâce de l'essence. Eh bien, il y a un constructeur qui sort un SUV, et au lancement, il n'est disponible qu'avec un moteur essence, c'est Mitsubishi avec son Eclipse Cross. Si on résume, SUV, ça cartonne, moteur essence, retour en grâce, donc associer les deux, ça peut être que aussi le succès assuré. Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir. Et en plus, Samy, Mitsubishi a aussi un avantage, c'est qu'en fait, c'est quand même un spécialiste du 4x4. Il y a une aura quand même autour de cette marque hein, qui est légitime. Hein. Et donc, est-ce que ça peut être aussi un avantage d'avoir cette image de 4x4 pour un SUV? Je me pose la question parce qu'en fait, effectivement, tout ce background, ce pedigree comme Mitsubishi l'appelle, ça peut être intéressant pour les grands fans de 4x4, ceux qui vraiment cherchent une voiture 4 roues motrices pour les bonnes raisons, j'allais dire. Pour le client lambda, peut-être que ça peut avoir dans l'imaginaire, non? Est-ce que en termes peut-être. d'image? En termes d'image, ouais, c'est vrai qu'effectivement, en termes d'image, ça peut peut-être jouer. C'est possible. Parce que c'est vrai que les versions 4x4 sur ce type de véhicule, c'est quoi? C'est 10% quasiment, enfin en tout cas en France, hein, c'est 10% du marché. Donc c'est pas non plus, c'est pas là où Mitsubishi va faire ses gros volumes. Hein. Moi, je pense en fait à ma belle-sœur. Ouais. Ma belle-sœur, elle cherche une voiture en ce moment et elle était sur un Qashqai. Et je me dis finalement, c'est un gabarit similaire celui-là. C'est hein. un gabarit similaire. Est-ce que ça pourrait l'intéresser? Oui, ça pourrait l'intéresser, mais est-ce qu'elle va aller chercher toute l'historique, toute l'histoire de Mitsubishi, revenir sur le Pajero, le Dakar, sur le ça, Dakar? ouais. Non. Non, d'accord. Non, je pense pas. Et justement, en fait, ils ont quand même évidemment une version de roue motrice qui va être quasiment la majorité des ventes. Hein. Les ventes, hein. ouais. Mais ce qui est intéressant, en fait, du coup, là, je repense à ma belle-sœur. Et je me dis que la boîte CVT, qui est souvent décriée, elle peut lui convenir parfaitement parce qu'elle ne va pas se poser les mêmes questions qu'un spécialiste auto. Ou une boîte double embrayage, tout ça, c'est moins bien. Parce que rappelons qu'une boîte CVT, c'est une boîte à variateur. Et donc c'est vrai que nous qui essayons quand même beaucoup de véhicules, on constate, hein, on n'aime pas trop ça parce que ça monte très vite dans les tours. On a l'impression que l'embrayage est complètement mort ou que c'est un bruit de mobilette, ça monte très vite. C'est pas très agréable. Alors que c'est vrai que quelqu'un qui découvre la boîte automatique, pour lui... C'est ce que tu disais hier et c'était tout à fait pertinent, c'est exactement ça. Quelqu'un qui ne connaît pas forcément les autres modèles de boîte auto, va essayer une CVT, va essayer le Mitsubishi, va dire c'est hyper confortable, c'est doux, voilà, j'ai plus d'embrayage, j'ai plus rien à faire. Quoi. Voilà, j'ai plus rien à faire. Et je pense que ça peut intéresser des gens. Il y a des gens qui peuvent être séduits en fait, paradoxalement par cette boîte CVT. Sinon, en termes de motorisation, donc je l'ai dit, ils arrivent avec un moteur essence 1,5 litre, donc on va dire qu'on est dans les cylindrés maintenant classiques pour ce carburant. Sauf qu'ils ont une seule puissance qui est 163 chevaux et c'est clairement pas tellement ce qui se vend en France. Bah écoute, oui, mais si tu veux, d'un point de vue strictement d'usage, j'allais dire, je trouve que c'est suffisant pour ce Ah oui, non, mais modèle. c'est même trop, je trouve. Ah oui, d'accord, ok, c'est dans ce sens-là que tu C'est dans ce voulais sens-là, dire. oui. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, le client français est plutôt sur des versions 120, 130 chevaux sur ce type de véhicule. Et les puissances supérieures à 150 chevaux, c'est exceptionnel. Voilà, c'est un marché encore restreint. Et d'autant plus que ça se ressent sur la consommation. Où là, tu avais fait le calcul hier. On était à 9,7. 9,7. Il faut dire qu'on a quand même une version 4 roues motrices avec boîte CVT, donc hein, c'est quand même pas la plus économe. Non. Mais bon, on est quand même dans des ordres de grandeur élevés hein, pour malheureusement. Bah oui, parce que quand même aujourd'hui, quand on dépasse les 9 litres, ça fait quand même beaucoup. Et c'est d'autant
plus regrettable que les émissions de CO2 sont en plus assez élevées. Hein. Ouais. On est à 150 grammes, 150 grammes pour le 151, je crois, pour la version d'Euromotrice boîte méca. Et donc on est malucé, bien malucé. Alors cette année, ça va encore, je crois que c'est 1000, ça doit être 1500 €, mais l'année prochaine, on va monter à 2500. Hein. En revanche, ils ont fait un effort sur le tarif, ça débute aux alentours de 25 000 €. C'est quand même pas mal. Alors bon, c'est vrai que tu as quand même presque 10% du prix qui va partir dans le malus. Mais bon, ça corrige un petit peu le... Ça corrige un petit peu, d'autant qu'ils ont tenté quand même de faire un effort au niveau de la qualité perçue. En termes d'équipement, il y a quelques surprises, moi je trouve. Oui. Alors, c'est comme ils ont des volumes très très faibles Mitsubishi, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une politique d'options, etc. Donc il y a la seule option possible, c'est la peinture métallisée. Mais ils ont 3 niveaux de finition, et le plus haut, par exemple, tu as l'affichage tête haute de série, ce qui n'est pas quand même pas tellement commun. Par contre, plus bizarre, c'est que tu n'as pas de GPS. Exact. Hein, alors ça paraît bizarre quand même. Tu prends une version haut de gamme qui n'a pas de GPS, non? C'est psychologiquement. Mais ils ont une parade, hein. En fait, ils ont une parade. Ouais, ils ont une parade. Alors en fait c'est ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un questionnement, c'est se dire est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, qui utilise encore un GPS qui est intégré à la voiture? Est-ce qu'on n'est pas tous sur les GPS communautaires du type Waze, où on a plus d'informations finalement qu'un GPS constructeur? Et gratuit, qui est mis à jour instantanément quasiment. Donc c'est vraiment une question qui se pose, est-ce que ça a été le bon choix de Mitsubishi de faire des économies qui peut-être se sont répercutées sur le prix pour le consommateur en supprimant ce GPS, ou est-ce que finalement c'est une erreur de stratégie et que quelques clients vont trouver ça un peu mesquin pour ce niveau de finition de ne pas avoir un GPS? Donc en fait, ça fonctionne avec Android Auto et Apple CarPlay. Donc c'est-à-dire qu'on branche son téléphone et on a en gros le contenu de son smartphone qui est projeté sur l'écran, donc la navigation. Mais ouais, comme tu dis, c'est quand même, c'est ça fait mesquin quoi. Tu te dis, tu prends un véhicule haut de gamme, tu t'attends à avoir un package complet et de pas avoir la navigation. Bon, ça peut quand même paraître bizarre. Ça peut faire tiquer quelques-uns, effectivement. Surtout, peut-être, j'allais dire, les anciennes générations qui sont pas forcément habituées à tout ce qui est smartphone et qui ont, quand ils mettent un certain prix dans une voiture, ont envie de retrouver... d'avoir la totale, quoi. D'avoir la totale, de retrouver un GPS et pourquoi pas aussi des sièges chauffants. Enfin là, ils existent, donc ça va. Mais tu vois, c'est peut-être là où ça peut un peu faire tiquer quelques clients, je pense, effectivement. Et lors de la présentation hier, Mitsubishi a mis aussi en avant le fait que ils essayent de retrouver un design attrayant, ce qui n'était pas tellement le cas auparavant quand même, faut bien l'avouer. Est-ce que tu trouves qu'ils ont fait des efforts? Je trouve notamment à l'arrière, ça fait penser à une autre voiture. Oh que oui, ça fait penser à la Honda Civic. Hein. Pourquoi? Bien, regardez, on a cette barre qui contient le 3e feu stop, qui sépare en fait la lunette arrière en deux, et on retrouve ça également sur la Honda Civic. Alors à l'avant, c'est on va dire presque du classique, hein. Ça ressemble à la famille Mitsubishi, sauf quand même la SX qui l'ancienne génération qui avait une calandre bien particulière. Là, c'est avec ces arches là chromées, ça reprend maintenant les codes de la marque. Et alors, en revanche, la petite astuce que je trouve pas mal au niveau du haillon, au niveau de l'arrière, c'est l'essuie-glace, le balai d'essuie-glace qui est dissimulé, intégré sous le béquet. Mitsubishi vend à peu près 50 000 véhicules en Allemagne et n'en vendent que 4 500 en France. C'est le ratio de 1 à 10, quoi. Et ils veulent justement en vendre 3 ou 4 fois plus. Oui, parce que justement maintenant Mitsubishi est intégré à l'Alliance, et donc du coup l'Alliance a donné d'autres objectifs à Mitsubishi, notamment une croissance à l'échelon mondial de 30% des ventes, donc passer de 1 million à 1,3 million, mais en France c'est encore au-dessus. On est à 4 ou 5 fois voilà, ils veulent arriver à 20 000 ventes d'ici 3-4 ans. Hein. C'est ça, 2020, exactement. Et donc cette Eclipse Cross peut, on espère, les aider à parvenir à cet objectif. C'est ça, c'est ce que Mitsubishi espère en tout cas.